Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birs. Le travail que nous avons présenté aujourd'hui a été fait en collaboration avec mon collègue, M. Khaled Bendoula, professeur au lycée pilote de Tunis, sous la conduite de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Rappelez-vous que nous avons déjà vu des chapitres relatifs aux réactions nucléaires, au nucléaire d'une façon générale. Nous avons commencé par parler du noyau et de la constitution du noyau, puis nous avons parlé de la stabilité, de l'instabilité des noyaux. Nous avons vu que pour savoir si un noyau il était stable ou bien instable, il fallait calculer son énergie de liaison par nucléon. Et si vous voulez alors comparer la stabilité de deux noyaux, il suffisait de comparer les énergies de liaison par nucléon des deux noyaux. Celui qui possède l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée, c'est le noyau le plus stable. Forcément, celui qui va avoir la valeur la plus petite pour l'énergie de liaison par nucléon, c'est celui qui est le plus instable. S'il est instable, il a tendance forcément à se transformer pour évoluer vers un état plus stable, ou bien définitivement vers un état stable. Nous allons aujourd'hui aborder le dernier chapitre relatif à cette partie-là. Nous allons étudier les réactions nucléaires provoquées. Je rappelle que nous avons déjà étudié les réactions nucléaires spontanées. Ce sont des réactions de type qui se font spontanément. Ce sont des intégrations qui peuvent se faire de plusieurs façons différentes. On a parlé de la désintégration alpha qui était spontanée et qui consistait à émettre un noyau d'hélium spontanément, bien sûr. Le noyau, il émet un noyau d'hélium spontanément. Nous avons parlé de la radioactivité bêta-, où le noyau qui est instable, il émet une particule plus petite que le noyau d'hélium, un électron en particulier. Puis nous avons parlé de l'émission de la radioactivité bêta+, qui était artificielle et au cours de laquelle il y avait émission d'une particule semblable à l'électron. C'est une particule qui ressemble énormément à l'électron, elle est de charge positive. Puis il y avait l'émission gamma, au cours de laquelle il y avait émission de photons d'énergie assez élevée. Alors, on attaque le dernier chapitre. Il s'agit alors essentiellement d'un chapitre qui s'intéresse aux réactions provoquées. Alors, je présente les objectifs de la leçon. Les principaux objectifs de cette leçon-là sont les suivants. Nous allons commencer par distinguer des réactions nucléaires spontanées des réactions provoquées. On va faire la différence. Bien entendu, les réactions spontanées, ça se comprend, ce sont des réactions qui se font spontanément, toutes seules, sans apport extérieur, ni d'énergie, ni de rien du tout. On va par la suite les comparer par rapport aux réactions provoquées. Puis, on va par la suite essayer de passer à deux cas de réactions provoquées, à savoir la fission et la fusion nucléaire, ce qui va nous amener par la suite à écrire les équations des réactions des transformations correspondant à ces modes-là. Puis, à partir de cela, on va justifier la variation accompagnant la fission et la fusion nucléaire. Au cours d'une réaction nucléaire, ça, vous devez vous rappeler qu'il y a dégagement d'énergie. On va encore essayer de voir d'où provient cette énergie. Puis, par la suite, à la fin du chapitre, on va essayer d'évaluer l'énergie libérée, de donner la valeur de l'énergie libérée, comment on peut calculer l'énergie libérée au cours de ces réactions-là. Alors, on commence par une petite introduction dans laquelle on va présenter certaines photos. Là, vous arrivez à distinguer ce qu'on appelle par une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, je simplifie, c'est une usine qui fabrique de l'électricité. Sauf que c'est une usine qui fabrique l'électricité à partir de réactions nucléaires. C'est pour cela qu'on l'appelle une centrale nucléaire. Puis, une photo qui représente le Soleil, et vous savez très bien que le Soleil, il dégage une importante quantité d'énergie. On va essayer d'expliquer au cours de notre chapitre l'origine de l'énergie qui provient du Soleil. D'où provient l'énergie du Soleil. Une autre photo. Alors, là, c'est une centrale nucléaire. Apparemment qui est en désinstallation. Il s'agit d'une photo qui représente la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Ça fait 30 années que cette centrale-là, elle a explosé, et 30 années plus tard,
aujourd'hui, donc les dégâts sont toujours visibles. Donc, vous imaginez bien que les centrales nucléaires, bon, ils ont un côté positif comme ils ont un côté quand même assez négatif. On va voir donc les avantages et les inconvénients du nucléaire plus tard. Puis, un cliché, une photo réelle qui représente donc ici l'explosion d'une bombe à hydrogène, d'une bombe nucléaire à hydrogène et les dégâts, donc les effets destructifs d'une réaction de fusion. On commence sans plus tarder à donner les définitions et les écritures des équations de réaction. Nous commençons tout d'abord donc par grande définition d'une réaction nucléaire provoquée. Donc une réaction nucléaire provoquée, c'est en fin de compte une réaction nucléaire qui touche le noyau, donc elle est contrairement à la radioactivité qui concernait des réactions qui étaient donc spontanées. Donc, cette réaction-là est une réaction qui va être provoquée. Donc, il va y avoir un apport extérieur, soit de particules, on va voir les détails donc, petit à petit. Donc, je donne la définition. Donc, il s'agit d'une réaction déclenchée par le choc d'une particule sur un noyau atomique. La particule peut être, par exemple, un neutron. Ça peut être n'importe quelle autre particule. Une réaction nucléaire provoquée peut être aussi due au choc de deux ou plusieurs noyaux donc, qui vont donc, rentrer ensemble en collision. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Donc, nous commençons par le premier exemple de réaction provoquée. On va voir donc trois types de réactions provoquées avec un premier exemple qui est assez simple d'ailleurs. Il s'agit de la transmutation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une transmutation? C'est bien entendu une réaction, on vient de le dire, qui touche le noyau. Mais c'est une réaction qui n'obéit à aucune règle. Donc, vous avez des noyaux qui rentrent en collision ensemble, ou bien vous avez des noyaux qui sont heurtés par des neutrons ou bien par des protons. Et bien entendu, lorsqu'on veut écrire l'équation d'une réaction nucléaire, vous vous rappelez, donc il faut toujours écrire les lois de conservation. Je rappelle alors ici que la première loi de conservation, c'est la conservation de Z, le numéro atomique Z. Donc très très vite, donc, on remarque ici que si on fait la somme des numéros atomiques à gauche, ça fait la somme des numéros atomiques à droite, la somme des nombres de charges. Donc 2 plus 7, ça fait 9 à gauche. 1 plus 8, ça fait bien 9. Vous savez aussi qu'une réaction nucléaire doit conserver le nombre de masses, le nombre de nucléons, protons et neutrons. Si on compte, alors ici, le nombre de masses des différents éléments, des différents noyaux qui sont placés à gauche, on a 4 plus 14, ça fait 18. Et là, alors ici, 1 plus 17, ça fait bien 18. Et on continue, donc ce sont des exemples qui sont donnés dans le tas. Donc, retenez bien qu'au cours d'une réaction nucléaire, il faut toujours conserver Z et toujours conserver l'A, n'est-ce pas? Et bien entendu, on va parler par la suite de la conservation de l'énergie, hein, d'accord? Donc ça, c'est une transmutation d'une manière générale. Donc la transmutation n'obéit pas à une règle assez précise. On va passer alors maintenant à un deuxième exemple de réaction nucléaire provoquée, qui va être provoquée. Et là, c'est très important, c'est la fission. En français, fissionner quelque chose, cela veut dire fragmenté, divisé par deux, scinder donc quelque chose. Donc c'est la même approche que celle donc en physique nucléaire. Donc qu'est-ce que c'est que la fission? Définition. Donc par définition, la fission nucléaire est une réaction où sous le choc d'un neutron lent, donc il va y avoir un neutron assez lent, il ne faut pas qu'il soit assez énergétique, il doit avoir donc une vitesse assez réduite. Alors ce neutron lent, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va rentrer en collision avec un noyau lourd. On imagine qu'un noyau lourd, donc, pour qu'il soit lourd, donc, il doit avoir un nombre de masses qui doit être supérieur à 200. Donc, j'ai dit alors ici que le neutron lent rentre en collision avec un noyau lourd. Celui-ci, le noyau lourd, se scinde, se divise en deux noyaux assez légers, bien entendu, plus légers que le noyau lourd. Donc, en deux noyaux assez légers, ayant chacun une énergie de liaison par nucléon plus élevée. Vous imaginez bien que si l'énergie de liaison par nucléon est assez élevée, donc il s'agit bien de noyaux plus stables que le noyau donc, de départ. Alors, au cours de cette réaction, de cette transformation, il y a émission d'autres neutrons. Donc, attention, il y a un neutron qui va essayer de fissionner le noyau lourd, mais on remarque alors ici que au cours de cette transformation-là, il y a d'autres neutrons qui sont émis
à partir du noyau. Donc, au cours de cette transformation, il y a émission d'autres neutrons. Alors, notez bien, un neutron est lent pour qu'il puisse y avoir une fission. Donc, le noyau va se casser en deux. Pour qu'il puisse y avoir une fission, il doit y avoir donc ici une condition essentielle pour le neutron. Le neutron doit être lent. Alors, un neutron est lent si sa vitesse est de l'ordre de 2200 mètres par seconde. Son énergie cinétique doit être environ égale à 0,025 mégaélectronvolts, en prononce MeV, ce qui est une valeur assez faible. Donc ça, c'est la condition pour avoir une fission. Donc je pense alors ici qu'on va passer à des exemples de fission. Alors là, on va parler de la fission de l'uranium-235. Je rappelle que cette notation-là, ça représente l'uranium. On sait très bien tous qu'il s'agit d'un noyau qui représente, qui contient forcément, donc ici 92 protons. C'est pour cela ici qu'on ne parle pas trop du nombre de protons, parce que c'est une valeur qui est fixe. Mais on sait très bien que l'uranium, il possède plusieurs isotopes. Plusieurs isotopes, cela veut dire ici que le nombre de neutrons dans ces différents noyaux-là n'est pas le même. Donc aujourd'hui, on va parler de l'uranium-235 qui contient 235 nucléons. Bien entendu, il y a 92 protons. Forcément, la différence, 235 moins 92, ça fait bien entendu le nombre de neutrons. Alors, le noyau qui doit être, bien entendu, fissile, donc il doit pouvoir subir la fission, va entrer en collision avec le neutron. Donc ça va donner, alors ici, comme on l'a dit tout à l'heure, deux noyaux donc, qui sont plus légers que le noyau de départ. Donc on va obtenir le noyau de strontium et puis le noyau de xénon. Donc voici les caractéristiques de ce noyau-là et bien entendu les caractéristiques de l'autre noyau. Comme on a dit tout à l'heure, donc il y avait alors ici émission de quelques neutrons. Bien entendu, alors ici, les quelques neutrons, donc il peut s'agir de deux neutrons, d'une manière générale, ou bien dans des cas assez particuliers, il peut y avoir donc émission de 3 neutrons. Comment savoir s'il y a 2 ou bien 3? Comme donc d'habitude, on est obligé alors ici de conserver 2 choses fondamentales, à savoir la conservation du numéro atomique Z à gauche, qui doit être égal au numéro atomique à droite. Comme petit calcul, donc nous pouvons alors ici donc, faire la conservation de ces 2 termes-là. Donc, je commence par la conservation de Z, conservation du numéro atomique Z. Donc, les nombres de protons à gauche, ça fait 0 plus 92, doit être égal à la somme des nombres de protons à droite. Et ça nous fait alors ici 38, donc plus 54, plus normalement un nombre de neutrons qui au départ ne doit pas être connu. Je peux le noter comme étant égal à, par exemple, K. K fois 0, ça fait donc tout simplement 0. Donc, tous ces termes-là donc, ne nous intéressent plus. Donc, alors ici, donc, tout d'abord, donc, on peut dire que 38 plus 54, ça fait bien 92. Malheureusement, la conservation de Z ne nous permet pas de connaître combien y a-t-il de neutrons. Ça ne fait rien, donc on peut passer à la conservation de A. La conservation de A donne le nombre de nucléons à gauche qui doit être égal au nombre de nucléons à droite. On va avoir alors ici, de la même façon, conservation de A. Donc, ça va donner alors ici 1 plus donc celle d'uranium 235, qui devrait être égale à la valeur du nombre de nucléons du noyau de strontium, 95, plus, bien entendu, celui de xénon, 139. Et en fin de compte, si vous connaissez le nombre de neutrons, c'est tant mieux. Sinon, si vous ne connaissez pas le nombre de neutrons, ça fait K. K fois 1. Donc, vous avez une équation assez simple pour chercher la valeur de K. Donc, il suffit de ramener les valeurs, donc ces 2 termes-là, donc à gauche, et on obtient bien donc une valeur qui est égale à 2. Donc, en fin de compte, au cours de cette transformation-là, il y a émission de 2 neutrons. D'accord? Donc, je reviens un peu en arrière. Donc, cette énergie, alors, donc, je relis tout d'abord donc, le texte. La fission de l'uranium-235 est une réaction nucléaire provoquée. Provoquée par qui? Provoquée par un neutron lent. Alors, et ce neutron-là, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, donc, il fait un choc, donc, avec le noyau de
d'uranium. Donc, il y a émission de 2 noyaux. Voici les 2 noyaux qui sont obtenus et qui sont de masse plus ou moins comparable et qui ont des énergies de liaison par nucléon assez élevées. Donc, ça veut dire qu'ils sont assez stables, pour ne pas dire autre chose. Au cours de cette transformation-là, il y a dégagement d'énergie. Est-ce qu'on est capable de justifier le dégagement de l'énergie? Eh bien oui, étant donné qu'on sait d'avance, on a vu ça avant, on a vu qu'en nucléaire, si on comptait la masse des constituants qui se trouvent à gauche, la masse des noyaux se trouvant à gauche, des particules se trouvant à gauche. Et si on calcule la somme des masses des différents donc, noyaux et des différentes particules se trouvant à droite, on remarque bien la chose suivante. La masse de départ est toujours plus grande que la masse finale. Donc, en fin de compte, au cours d'une réaction nucléaire, même le cas d'une fission, il y a donc diminution de la masse du système. Donc, le système va perdre sa masse. Et vous vous rappelez bien de la formule d'Einstein. Qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Donc, il a dit la chose suivante. Si un système il perd de la masse, donc forcément cette masse-là qui est perdue, elle va se transformer en énergie. C'est le principe d'équivalence masse-énergie. Donc voici le deuxième exemple. Donc c'est un exemple de fission, comme tout à l'heure. Donc là, vous avez donc ici le même noyau d'uranium, U92-235, qui va entrer en collision par un neutron. C'est toujours le même principe. Au cours d'une fission, lorsqu'on veut fissionner 2 noyaux, donc c'est toujours donc, le même principe. Vous prenez un noyau qui doit être, bien entendu, d'une part assez instable, et d'autre part, il doit être fissile. Vous n'allez pas frapper n'importe quel noyau, donc ça peut être donc une réaction impossible à réaliser. Sauf que vous allez me dire, alors ici, on a fait l'exemple tout à l'heure, non, parce que le phénomène est toujours aléatoire. Je rappelle qu'il s'agit d'un phénomène aléatoire, avec des conditions un tout petit peu particulières. Peut-être bien que le neutron, là, il possède une énergie assez particulière. Dans ces conditions-là, on va avoir un deuxième type de réaction avec le même noyau de départ. Donc, voici l'équation de la réaction, puis on va revenir au schéma. Alors là, vous avez le noyau fissile, l'uranium 92-235. Il va être heurté par un neutron qui doit être assez lent. C'est une condition essentielle. Ça va donner 2 noyaux plus ou moins donc, comparables. Le noyau de krypton, classé numéro 36, donc il contient 36 électrons. Je parle de l'atome. Le noyau, il contient forcément 36 protons. Et la différence entre 91 et 36, ça fait le nombre de neutrons. Plus le noyau de barium avec 56 protons. Et la différence entre 142 et 56, ça fait le nombre de neutrons. Dans ces conditions-là, c'est une réaction différente de tout à l'heure. Donc, il y a production, il y a émission, non pas de 2 neutrons, mais plutôt de 3 neutrons. Comme tout à l'heure, pour connaître le nombre de neutrons, il suffit d'écrire les lois de conservation. Conservation de Z et bien entendu conservation de A. Je tiens à vous faire la remarque suivante, c'est que d'habitude en chimie, lorsqu'une espèce se répète à gauche et à droite, elle est écrite à gauche et à droite, d'habitude en chimie on la simplifie. En nucléaire, donc il n'est pas question de simplifier les particules qui se trouvent d'un côté et de l'autre, étant donné que leur comportement n'est pas le même. Ça, c'est un neutron lent qui va heurter le noyau d'uranium, donc voilà. Donc là, c'est un neutron donc assez lent qui va donc entrer en collision avec un noyau d'uranium. Et là, ce sont des neutrons qui sont émis au cours de la réaction. Donc, ils n'ont pas le même comportement. D'accord? Donc, alors, on vient de dire que les neutrons figurant dans les 2 membres de l'équation jouent des rôles totalement différents. On ne peut pas les simplifier. Alors, dans ces conditions-là, alors ici, donc, une fois que vous allez alors heurter le noyau d'uranium, donc, il va, donc, puisqu'il est instable, donc, il va se déstabiliser davantage. Donc, il va commencer à se fragmenter. Donc, voici votre noyau instable. Et par la suite, donc il va se casser en 2 parties. Voici les 2 noyaux qui sont obtenus lors de la fission, lors de la cassure. Donc il y a production d'énergie, bien entendu, sous forme par exemple de rayonnement gamma. Et par la suite, comme on vient de le citer, donc il y a des neutrons qui sont émis à partir donc de cette transformation-là. Dans ces conditions-là, il y a 3 neutrons. D'accord? Bien, on peut passer alors maintenant à la suite. Alors, une réaction de fission, elle possède des propriétés remarquables. Tout d'abord, donc, il s'agit d'une réaction nucléaire qui touche le noyau, ça c'est sûr, et qui est provoquée. Provoquée par qui la fission? Elle est provoquée par le neutron lent. Le neutron ne doit pas être assez énergétique, parce que sinon, s'il est assez énergétique, la réaction de fission ne peut ne pas réussir.
D'accord? Donc, au cours de cette réaction-là aussi, il y a dégagement d'une importante quantité d'énergie. On va faire donc tout à l'heure une application dans laquelle, et ça on l'a prévu depuis le départ, dans laquelle donc cette application-là, elle va nous permettre de comparer les énergies dégagées lors des réactions spontanée alpha, bêta moins, bêta plus, par rapport aux réactions provoquées, en particulier la fission, pour le moment. Donc, cette réaction-là aussi donc, conserve les deux grandeurs suivantes, la quantité de charge, le nombre de charges Z et le nombre de masses, on l'a précisé plusieurs fois. Et il y a conservation de l'énergie. Je vous rappelle alors ici que la conservation d'énergie, de l'énergie du système se fait à partir des énergies de masse. D'accord? On va donc revenir à ça tout à l'heure. Bien. Alors, une petite remarque maintenant qui est donc très, très importante. Alors, l'expérience montre la chose suivante. Vous avez un noyau d'uranium qui va être heurté par un neutron. Donc, il y a production alors ici de deux noyaux, ça on vient de le dire, le noyau de barium et le noyau de krypton. Donc, vous avez alors ici éjection de 3 neutrons, mais attention, vous allez me dire la chose suivante, les neutrons sont identiques, eh bien non, ils ne sont pas parfaitement identiques lorsqu'ils sont éjectés. Alors, la réaction, l'expérience montre la chose suivante, c'est que parmi les 3 neutrons qui sont éjectés, généralement, donc il y a 2 neutrons qui peuvent à leur tour fissionner d'autres noyaux. Alors, les 2 noyaux qui sont donc ici obtenus à la fin libèrent à eux aussi chacun 3 neutrons. Donc, chacun des 3 noyaux donc, libère 3 neutrons. Parmi les 3 neutrons, il y a 2 plus ou moins qu'on appelle par neutrons efficaces. Ces neutrons-là vont heurter à leur tour d'autres noyaux. Regardez bien ce qui se produit. Donc, alors la réaction va s'emballer. Donc, elle va se produire à partir des neutrons qui sont libérés. Et on dit qu'il s'agit ici d'une réaction en chaîne. Et une réaction en chaîne, donc, qui se fait à partir, donc, ici, des neutrons qui sont libérés, est une réaction extrêmement difficile à contrôler. Donc, on peut la contrôler comme il peut parfois arriver des moments où elle n'est pas contrôlable. Donc, on va donner la différence tout de suite, une fois donc on a lu cette petite phrase-là. Donc, alors, je récapitule. Alors, la réaction de fission est une réaction en chaîne, donc elle est en chaîne. Les neutrons libérés peuvent à leur tour fissionner d'autres noyaux fissiles. Les noyaux, ils sont fissiles, donc ils sont capables de subir la fission. Il s'agit donc d'une réaction en chaîne difficilement contrôlable. L'expérience montre la chose suivante. Donc, juste des remarques donc, à caractère expérimentaux. Alors, bien entendu, tous les neutrons ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. Certains noyaux donc, sont efficaces, d'autres soit qu'ils ont des énergies assez élevées, donc ils font autre chose, soit qu'ils ont des énergies encore plus petites, donc ils ne sont pas capables de réaliser une réaction de fission. Donc forcément, alors ici, la réaction en chaîne constituant la fission dépend énormément du nombre de neutrons incidents et du nombre de neutrons efficaces. Donc, il y a des neutrons même qui, lorsqu'ils sont produits, font autre chose que fissionner, qu'entrer en collision avec des noyaux d'uranium. Il y a des neutrons qui s'enfuient dans les réacteurs ou bien qui font des réactions avec les parois du réacteur. Donc, et là, on les perd de vue, ces neutrons-là. D'autre part, il y a des neutrons qui ne sont pas très, très peu énergétiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils sont très énergétiques. Et là, lorsqu'ils sont très énergétiques, ils peuvent causer d'autres types de réactions nucléaires qui ne nous intéressent pas beaucoup. Les noyaux, alors ici, de même, donc les noyaux, ils ne sont pas tous aussi fissiles les uns que les autres. Donc l'expérience montre que certains noyaux d'uranium sont fissiles, d'autres qui peuvent subir la fission, mais dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Donc en fin de compte, alors pour avoir une réaction en chaîne, donc il faut alors ici contrôler énormément les neutrons longs. Contrôler quoi? Contrôler leur énergie cinétique. Si on arrive à contrôler l'énergie cinétique des neutrons longs, donc on peut contrôler la réaction et on peut la produire de manière assez gentille, si on peut donc le dire. Et ça se fait dans les centrales nucléaires. Donc, dans les centrales nucléaires, donc on fait des réactions en chaîne qui sont contrôlables. Donc, on peut arrêter, on peut ralentir la réaction quand on veut. Mais lorsqu'il n'est plus possible pour nous de contrôler le débit des neutrons, et là, ça devient très dangereux, la réaction n'est plus contrôlable, et c'est le principe des armes nucléaires, dans les bombes nucléaires. Ce sont apparemment des réactions en chaîne qui se produisent et qui ne sont pas du tout contrôlables. Donc, on n'arrive plus à suivre l'évolution de la réaction. Bien, on va passer à autre chose.
Alors, la fission dégage une énergie gigantesque, une très, très grande énergie. Là, c'est relatif. Hein. C'est relatif par rapport aux réactions donc, qui sont spontanées. Donc, vous allez voir tout à l'heure dans l'application que les réactions donc, provoquées dégagent beaucoup plus d'énergie que les réactions spontanées. Donc, par exemple, 1 gramme d'uranium-235, lorsqu'il devient fissile, lorsqu'il subit la fission, il produit une énergie, attention, c'est 1 gramme, hein, il produit une énergie équivalente à la combustion de plusieurs tonnes de charbon. En combustion, vous prenez donc plusieurs tonnes de charbon, vous approchez une allumette, le charbon donc il va s'enflammer, il va produire de l'énergie. Et bien entendu, donc on vient de dire, et on ne s'est pas trompé là-dessus, que 1 gramme d'uranium, seulement 1 gramme fissile, produit autant que des tonnes, plusieurs tonnes de charbon ou bien même de pétrole en combustion. Donc vous imaginez bien l'énergie donc libérée au cours d'une fission. Alors, autre chose, les neutrons libérés par la fission d'un noyau possèdent une très grande énergie cinétique, ça on vient de le dire. En contrôlant l'énergie de ces neutrons et en les ralentissant, ils peuvent produire d'autres fissions et la réaction s'emballe. Donc, on s'emballe, cela veut dire qu'on ne peut plus la contrôler. Elle s'emballe dangereusement. Si le nombre de neutrons éjectés devient assez grand, la réaction peut devenir explosive. C'est le cas de la bombe A, la bombe atomique, dont vous connaissez donc les dégâts qu'elle peut occasionner. Je pense que vous avez une idée là-dessus. Maintenant, alors ici, on va passer à un deuxième type de réaction provoquée, à savoir la fusion. Attention, il ne faut pas donc mélanger entre, tout à l'heure, c'était fission, fissionner, ça veut dire casser, ça veut dire diviser en deux ou bien en plusieurs parties. Ce qui nous intéresse, c'est en deux parties. Et là, c'est plutôt autre chose, c'est la fusion. Fusionner deux corps en français dans le dictionnaire, ça veut dire rassembler. Eh bien, justement là, donc, dans la réaction de fusion, on va, si vous voulez, donc on va rassembler deux noyaux. Bien entendu, ces noyaux-là, ça doit être des noyaux apparemment assez légers. Je prends le cas du deutérium. Je rappelle que le deutérium, c'est le noyau d'hélium, plutôt d'hydrogène, pardon, d'hydrogène, où il y a alors ici deux nucléons. Donc je rappelle que l'hydrogène classique qui se trouve avec un grand pourcentage dans la nature, il s'écrit de la façon suivante. Ça, c'est l'hydrogène classique. Il contient un proton et il n'y a pas de neutrons puisque le nombre de protons et de neutrons, c'est 1. Donc ce 1-là, c'est réservé aux protons. Alors que là, c'est le deutérium. C'est le frère de l'hydrogène H11. On ne dit pas frère, on dit plutôt isotope. C'est l'isotope qui renferme alors ici un proton et un neutron. Donc, un proton, ça nous fait alors ici 1 au-dessous, et un proton plus un neutron, ça nous fait donc 2 au-dessus. Donc, ça, c'est le noyau d'hydrogène numéro 2, donc qu'on appelle communément donc le deutérium. Ce deutérium, donc, il va rentrer en collision avec le tritium. C'est qui le tritium? C'est l'autre isotope de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, l'autre isotope de l'hydrogène? Bien entendu, je ne discute pas sur le Z, c'est toujours 1, mais là, alors ici, puisqu'il s'agit de tritium, donc il va y avoir automatiquement un proton et 2 neutrons. La somme des différentes particules, ça fait 3. Voici le noyau de tritium. Donc, au cours de notre réaction, un noyau de deutérium donc, va entrer en collision. Les deux donc, vont entrer, donc ils vont faire un choc. Ça va donc nous permettre de réaliser une fusion. Ça veut dire que les deux noyaux ils vont coller ensemble. Ça va donner donc ici un noyau d'hélium. Le noyau d'hélium, regardez bien, il comporte bien entendu 2 protons et automatiquement 2 neutrons comme le schéma l'indique. Donc vous avez ici le noyau d'hélium. Alors 2 c'est toujours classique puisque l'hélium est classé numéro 2. Et là vous avez 2 plus 2 au-dessus, donc ça nous fait 4. Ça c'est le nombre de masses. Nous remarquons la chose suivante, bien entendu, si on essaie de faire la conservation du nombre de charges et du nombre de masses avec ces deux noyaux-là et avec le noyau obtenu en fin de compte. Regardez bien pour le nombre, pour la conservation de Z. Alors, vous avez à gauche 1 plus 1 pour Z, hein? Donc ça nous fait 2. Donc la règle est conservée, donc on conserve Z qui est égal à 2. Mais si on fait la conservation du nombre de masse A, nous avons ici 2 plus 3, ça fait 5, et là c'est pas possible puisqu'il y a 4. Donc forcément, il y a une autre particule dont on n'a pas tenu compte. Eh bien, l'autre particule, donc quand on va tenir compte, c'est le neutron apparemment, et je rappelle que le neutron, son symbole, il s'écrit de la façon suivante. Donc, le neutron ne contient pas de charge, donc le nombre de charges, il vaut 0. Et le neutron, donc,
C'est un neutron en fin de compte, donc il y a ici 1. Donc maintenant, apparemment donc, on peut donc écrire les lois de conservation sans se tromper, puisque si on écrit donc la somme des conservations, donc la somme des nombres de masse à gauche, ça fait 2 plus 3. À droite, ça va nous donner 4 plus 1, ça fait bien 5, donc l'égalité est maintenue. Donc, je définis alors ici la fusion. Alors, par définition, c'est quoi la fusion de deux noyaux qui doivent être légers? La fusion nucléaire est une réaction nucléaire qui touche le noyau, qui est due au choc de deux ou plusieurs noyaux légers. Qu'appelle-t-on par noyau léger? Ce sont des noyaux assez petits, donc le nombre de masse A, le nombre de masse, ça veut dire le nombre de protons et de neutrons, il ne doit pas dépasser 30. Sinon, ça doit donner un noyau qui n'est plus léger. Donc, alors, ça concerne deux noyaux qui vont donc rentrer en collision ensemble pour donner d'autres noyaux ayant des énergies de liaison par nucléon plus grandes. Ça, on vient de le répéter. Donc, on l'a répété plusieurs fois. Donc, ce sont des noyaux plus stables, forcément. Donc, leur énergie de liaison par nucléon doit être assez élevée. Notez bien. Bien entendu, alors ici, lorsque vous allez rapprocher les deux noyaux, ces deux noyaux-là, donc, alors, cet ensemble de particules est constitué par un proton chargé positivement et deux neutrons qui ne sont pas chargés. Donc, pour le noyau de deutérium, il y a un proton qui est chargé positivement et un neutron qui n'est pas chargé. Donc, en fin de compte, et ça vous devez le savoir, qu'il doit y avoir une interaction électrostatique entre ces deux noyaux-là. Ces deux noyaux-là vont donc essayer de s'éloigner l'un de l'autre, donc il va y avoir une interaction. Donc vous imaginez bien alors ici que pour rapprocher ces deux noyaux-là, donc il faut vaincre cette interaction-là. Il faut appliquer un travail qui doit être une énergie qui est plus grande que celle de l'énergie électrostatique. C'est ce qu'on vient de dire ici. Alors pour vaincre les forces de répulsion dans le noyau, ce sont des répulsions électrostatiques. Les noyaux légers, je parle d'une manière générale, doivent avoir une assez grande énergie cinétique. Donc, il faut que ces deux particules-là, elles ont des vitesses, donc automatiquement des énergies cinétiques assez élevées pour qu'ils puissent vaincre les forces de répulsion électrostatique. Alors, pour vaincre les forces de répulsion dans le noyau, les noyaux doivent avoir une assez grande énergie cinétique qui doit être supérieure à 0,1 mégaélectronvolt. Une telle énergie ne peut pas être atteinte. Donc là, on commence les choses sérieuses. Cette énergie-là est une énergie apparemment très élevée. Attention, ça c'est au niveau du noyau. Mais si on parle d'un échantillon contenant des milliards et des milliards de noyaux, ça nous fait alors ici des milliards et des milliards de mégaélectronvolts. C'est une énergie qui est phénoménale. Alors, d'où on va apporter cette énergie-là pour qu'on puisse avoir une fusion. Vous allez me dire que, bon, en fin de compte, donc deux noyaux, donc ça ne nécessite pas beaucoup. Mais là, je parle à l'échelle macroscopique. Alors, pour réaliser une réaction de fusion, donc il faut dépenser une quantité d'énergie très très grande. On estime que cette énergie-là doit correspondre à une température, à une énergie dont la température est de l'ordre de quelques millions de degrés Celsius. Vous imaginez bien qu'au laboratoire, c'est impossible d'avoir une telle température. Bon, on peut arriver au laboratoire à des milliers de degrés Celsius pour réaliser la fusion ou bien autre chose, mais des millions de degrés Celsius au niveau du laboratoire, c'est pratiquement impossible. C'est pour cela que cette réaction-là, on ne peut la rencontrer que pour le moment, dans un seul cas, le cas de la bombe à hydrogène. Et la bombe à hydrogène, vous allez me dire, donc, quel est son principe de fonctionnement? Eh bien, c'est simple. On va donc provoquer l'énergie dont je viens de parler à l'aide d'une réaction précédente, à savoir la réaction de fission. La réaction de fission, donc la bombe, elle va exploser, elle va produire de l'énergie, et c'est cette énergie-là qui va me permettre de réaliser la fusion des deux noyaux légers. Donc, alors, je viens de dire que cette énergie-là, pour les particules, est une énergie qui ne peut être atteinte qu'à une température extrêmement élevée, de l'ordre de quelques millions de degrés Celsius. C'est pour cela que la fusion est très difficilement réalisable, sinon pour le moment impossible, sauf dans les armes nucléaires. Donc, elle doit être donc précédée d'une fission nucléaire. Donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, la fusion est utilisée pour des fins destructives. On fait des recherches actuellement, des recherches donc extrêmement avancées pour pouvoir donc utiliser la fusion
dans le domaine donc, constructif, dans les centrales, dans le fonctionnement des grandes machines comme les sous-marins ou bien les bateaux nucléaires ou bien dans les avions et ainsi de suite. Mais jusqu'à maintenant, la fusion donc utilisée juste à des fins destructives. Alors, on passe maintenant à la suite. Bien. Donc, voici quelques exemples de réactions de fusion. Alors, je commence par l'exemple le plus intéressant, la réaction qui se fait dans les étoiles. Donc, dans les étoiles, il y a beaucoup de réactions qui se produisent. L'une, principalement, est la suivante. Vous avez un noyau de deutérium, rappelez-vous tout à l'heure. Donc, c'est le voisin de l'hydrogène. On dit plutôt l'isotope de l'hydrogène. Donc, c'est l'isotope hydrogène qui contient automatiquement un proton et deux neutrons. Alors, un noyau d'hydrogène rentre en collision avec un noyau d'hydrogène. Les deux, donc, vont apparemment fusionner ensemble, vont s'associer pour donner le tritium, le voisin de l'hydrogène, le tritium qui comporte 3 nucléons. Et la différence, bien entendu, doit donc donner un noyau d'hydrogène H11 qu'on appelle aussi par proton parce qu'en fin de compte, le noyau d'hydrogène H11, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un proton. Donc, c'est en fin de compte le proton. Donc, il ne faut pas s'affoler ici. Si on trouve P11, c'est la même chose. Vous remarquez bien que les lois de conservation sont assurées. 1 plus 1 de ce côté-là, ça fait 1 plus 1 de ce côté-là. Et 2 plus 2, ça fait 4. Là, ça fait donc 3 plus 1, ça fait bien 4. Donc, la conservation de Z et de A, elle est réalisée. Donc, voici un autre exemple maintenant. Un exemple qui nous intéresse beaucoup. Donc, rappelez-vous tout à l'heure donc, la photo que je donnais avec le Soleil. Et j'ai dit ici que le Soleil est une boule de feu qui, des milliards d'années, plutôt, donc depuis des milliards d'années, elle est en train de briller. D'où elle apporte cette énergie-là, cette énergie extrêmement colossale? Eh bien, tout simplement, à partir de réactions de fusion. Alors, il y a beaucoup de réactions de fusion qui se passent au Soleil, dont 3 essentielles qui sont les suivantes. Il y a d'autres donc réactions, bien entendu. Hein? Alors, je commence par la première transformation qui se produit au Soleil. Le Soleil, donc, il contient énormément d'hydrogène H11, il contient autre chose, mais énormément d'hydrogène. Alors, donc, 2 noyaux d'hydrogène donc, qui sont agités, bien sûr, dans le Soleil, je parle. Donc, puisqu'ils sont agités, ils possèdent des énergies cinétiques assez particulières. Donc, ils vont alors ici, suite à ces déplacements-là, rentrer en collision. Donc, la probabilité de choc, elle est assez élevée puisque la matière est assez dense dans le Soleil. Il y a beaucoup de matière et vous imaginez bien que plus la matière est dense, plus la probabilité de choc, elle augmente. Bien entendu, si le mélange contient très peu de particules, donc la probabilité de rencontre entre les particules, elle diminue et il devient assez rare de rencontrer des noyaux qui vont fusionner. Alors, disons qu'ils se rencontrent, donc vous avez ici un noyau d'hydrogène qui réagit avec un noyau d'hydrogène H11, je peux mettre 2 H11 si vous voulez, pour donner l'hydrogène H12. La différence, ça fait un positron. Rappelez-vous du positron, c'est le frère de l'électron qui contient une charge plutôt positive. Donc, il contient la même masse que celle de l'électron, mais plutôt, donc, la charge, elle est plutôt positive que négative. Alors, le noyau de deutérium obtenu au cours de cette transformation-là, lui, donc, il va réagir encore avec un noyau de H11. Donc, celui-ci, il est obtenu au cours, le noyau de deutérium H12, il est obtenu à partir de cette première transformation-là. Alors, ce noyau-là, il va rentrer en collision avec le noyau d'hydrogène H11. Alors, on va écrire les lois de conservation. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. 2, apparemment, c'est soit 2 protons qui sont isolés, ou bien 2 protons qui sont associés. On va voir. Et la somme des nombres de masse à gauche, ça fait 1 plus 2, ça fait bien 3. Donc, 2 et 3, là, donc, on reconnaît bien le noyau d'hélium. C'est l'un des isotopes de l'hélium. Je rappelle que celui le plus répandu, c'est l'hélium 2,4, mais il peut présenter un autre isotope. L'hélium peut présenter un autre isotope. Donc, au cours de cette transformation-là, donc, il n'y a pas d'excédent d'autres particules. Hein. Donc, alors, je passe maintenant à la 3e étape. L'hélium de 3, lui aussi, alors ici, va réagir avec lui-même. Il est produit au cours de la 2e transformation. Il va réagir avec lui-même pour donner les lois de conservation He de 4. Si on fait la conservation, on va avoir 2 plus 2. Ça fait impossible d'avoir 2. Là, il manque quelque chose. Et 3 plus 3, ça fait 6, qui ne doit pas être égal à 4. Donc, sûrement, il y a quelque chose qui est écrit de ce côté-là. Alors, je préfère alors ici écrire donc, les lois de conservation pour
essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, pour la conservation de Z, nous avons à gauche, donc 2 plus 2, ça fait bien 4. 2 plus 2, ça fait bien 4. À droite, donc, je vais avoir alors ici 2 pour le noyau d'hélium, 2, 4, et quelque chose comme, par exemple, un Z pour la nouvelle particule, qui est inconnue. Cette particule-là, cette valeur-là de Z, elle est inconnue que nous sommes en train de chercher. Alors, on va chercher Z, ça nous fait 2. Pour le moment, ça ne me dit rien du tout. Et on va essayer alors maintenant d'écrire la loi de conservation de A. Vous avez alors ici pour la conservation de A, la somme des A à gauche, 3 plus 3, ça fait 6. Ça doit être égal à ceux de droite, pardon. Et là, à droite, ça fait 4, plus un noyau qui est inconnu pour nous. Allez, on va dire A. Donc, A est égal à quoi alors ici? 3 plus 3, ça fait 6, ôté de 4, ça fait 2. Donc, c'est une particule, regardez bien alors ici. Le nouveau donc, noyau qui est obtenu ici, il possède 2 comme Z et 2 comme A. Là, je ne reconnais aucune particule dans la nature qui présente cette caractéristique-là. Le seul qui ne contient, parce que là, s'il y a 2 protons, il ne doit pas y avoir de neutrons. Hein. La seule particule qui ne contient pas de neutrons, c'est l'hydrogène H11. L'hydrogène H11, il ne contient pas de neutrons. Il n'y a pas d'autres particules qui ne contiennent pas de neutrons. Donc, alors, on imagine alors ici que c'est possible qu'au lieu d'avoir une seule et unique particule, il y a 2 particules, donc 2 atomes, 2 noyaux d'hydrogène. Donc, si vous les rassemblez en tous les deux, donc vous allez avoir cette particule-là qui est obtenue par calcul. Voici comment on fait pour écrire les équations des réactions nucléaires. Bien. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, bien. La suite est la suivante. Bien. Donc, alors, on va revenir donc, aux différentes photos que nous avons donc données tout à l'heure. La fusion qui se produit au cœur du Soleil et des étoiles est la source d'énergie de l'univers. Ce que nous percevons sous la forme de lumière et de chaleur résulte des réactions de fusion qu'on vient de donner maintenant, qui se produisent au cœur du Soleil et des étoiles. Donc, en fin de compte, si le Soleil il brille, c'est suite aux réactions nucléaires de fusion, de fusion des noyaux qui sont légers. Maintenant, on termine avec une application. Donc, et ça, on l'a donné dans les objectifs au début du chapitre, une application qui va nous permettre de comparer les bilans énergétiques au cours des différentes réactions nucléaires. Donc, je vais vous donner 3 types de réactions nucléaires. Une qui est spontanée. Je vais choisir pour vous, par exemple, une désintegration bêta-moi. On va chercher l'énergie libérée au cours d'une désintegration bêta-moi. Puis, on va donc essayer de faire de la même façon avec une désintégration, plutôt une réaction nucléaire provoquée. On va choisir le cas d'une fission, puis on va faire de la même façon et on va donc utiliser une réaction de fusion. Donc, on va faire 3 cas de réaction nucléaire et on va essayer de comparer les énergies pour voir laquelle produit plus d'énergie que l'autre. Donc, je commence alors ici par l'application 1. Ce sont les applications, les questions, elles se ressemblent. Hein. Alors, l'application 1 concerne l'énergie libérée lors d'une désintégration spontanée, bien entendu de type bêta-. J'ai choisi pour vous donc l'équation suivante. Donc, un noyau de césium 55-137, il y a 55 protons et le reste, la différence, c'est le nombre de neutrons. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Eh bien, apparemment, rien du tout, puisqu'il s'agit d'une réaction qui est comment? La spontanée. D'où se produit, comment on peut expliquer le phénomène, tout simplement? Eh bien, tout simplement parce que le noyau de césium est un noyau très instable. Donc, il est tellement instable qu'il va essayer de se transformer spontanément pour évoluer vers un état plus stable. Donc, ce noyau de césium-là va se désintégrer. Donc, il va donner le noyau de barium, 56-137. La différence, ça fait un électron. Donc, c'est bien une désintégration de type bêta-. Alors, au cours de cette transformation-là, et ça, on l'a dit plusieurs fois, donc, il y a diminution de la masse du système. Donc, le système, à gauche, il va avoir une certaine masse, le noyau de césium. À droite, la somme des deux va donner une certaine masse. Et ça, on l'a vu avant, dans le chapitre noyau atomique. On a dit alors ici que le noyau de départ doit avoir une masse plus grande que la somme des noyaux obtenus à la fin. Ben justement, cette différence de masse, cette diminution de la masse, cette
perte de la masse, cette perte de la masse va nous permettre de calculer l'énergie libérée, mais attention, c'est une énergie libérée pour la désintégration de un noyau de césium. Donc, c'est à l'échelle du microscopique, là, c'est tellement donc très petit, vous allez me dire que l'énergie elle est très petite, on va voir ensemble. Alors l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de césium, alors la variation d'énergie, l'énergie libérée qui est toujours positive parce que delta M n'est pas une variation de la masse. Si c'était une variation de la masse, ça aurait donné masse finale moins masse initiale. Ce n'est pas le cas ici, c'est une diminution de la masse. Et la diminution de la masse, c'est masse initiale moins masse finale. On vient de dire que la masse initiale est plus grande que la masse finale. Donc, en fin de compte, delta M, là, le défaut de masse, est une grandeur qui est strictement positive. Donc, c'est une énergie qui doit être écrite de la façon suivante. Donc, c'est delta M initial moins final multiplié par C au carré. Alors, delta M, c'est le défaut de masse. Rappelez-vous que c'était masse de départ moins masse de la fin. Donc, masse du noyau de césium moins masse de barium moins masse de l'électron. Le tout fois C au carré. Je connais les valeurs des masses, mais malheureusement, je les connais non pas dans le système international, je les connais en E, unité de masse atomique. Alors, voici la masse du noyau de césium, elle est pratiquement égale à 137, c'est pour cela qu'on dit qu'il s'agit d'un nombre de masse, on l'a appelé un nombre de masse, ça fait 136,8768 pour la masse de ce noyau-là. Ça, c'est la masse du noyau de barium, et ça, c'est bien entendu la masse de l'électron. Toute cette différence-là, elle est exprimée en E. Et je rappelle alors ici que, alors pour travailler donc en nucléaire, donc là, donc je m'excuse, donc on va effacer. Alors pour travailler en nucléaire, on a dit alors ici qu'il vaudrait mieux ne pas travailler dans le système international. Ou bien sûr, ça dépend des données qu'on vous donne, bien entendu. Alors je rappelle alors ici que 1E, c'est une unité de masse utilisée en nucléaire. Ça vaut alors ici soit 1,66 10 puissance moins 27 kg, c'est la transformation la plus gentille, si vous voulez, ici. On passe de l'unité de masse atomique vers le système international. Et les masses dans le système international sont exprimées en kilogrammes. Nous avons donc une autre unité donc pour les masses, c'était l'équivalent masse-énergie. Rappelez-vous, nous avons dit que 1U peut être égal donc aussi, si on l'exprime avec l'équivalent énergétique, à 931,5, donc MeV par C au carré. D'accord? Donc, 1E, c'est 931,5, MeV par C au carré. Regardez bien qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait la différence en E. J'ai par la suite multiplié par 931,5 MeV par C au carré pour transformer le E en MeV par C au carré. Là, j'ai mon C au carré donc, qui est écrit donc, à droite. Ça résulte donc de l'expression là. Donc, je peux simplifier par C au carré. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste tout simplement la valeur. Donc, cette différence-là multipliée par 931,5 qui est exprimée directement en MeV. C'est pas la peine de passer au système international. Donc, voici la différence. Attention, ça doit donc être très, très, très précis. Alors, le nucléaire résulte de la précision de ces valeurs-là. Donc, on obtient 816 425 mégaélectronvolts. Si vous voulez, s'il vous arrive, donc ici, l'intérêt de porter cette valeur-là dans le système international, je rappelle que 1 mégaélectronvolt, c'est 1,6 10 puissance moins 13 joules. En multipliant par 1,6 10 puissance moins 13, je retrouve la valeur en joules. Et ça nous fait 2,906 10 puissance moins 13 joules. C'est une valeur très, 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 très petite. Ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est une valeur qui est obtenue pour la désintégration de un noyau. Essayons de passer alors ici à l'énergie libérée, par exemple, pour un échantillon assez particulier. Je vais choisir pour vous un échantillon de masse M égale à 1 gramme de césium. 1 gramme de césium, donc il contient apparemment un nombre très très grand de césium. On va commencer alors ici par chercher le nombre de noyaux présents dans 1 gramme. Et si j'arrive à chercher le nombre de noyaux présents dans 1 gramme de matière, donc je multiplie par l'énergie libérée au cours de la désintégration de un seul noyau, et j'aurai donc l'énergie produite lors de la désintégration d'un échantillon de 1 gramme. Alors, le nombre de noyaux, c'est la masse totale de l'échantillon, et la masse totale, c'est 1 gramme. Je l'ai ramené dans le système international en kilogrammes. Et la masse du noyau de césium, la voici, c'est 136,8 766 en E. Alors, pour passer au système international, j'ai multiplié par 1,66 10 puissance moins 27 kg. Vous avez le rapport en kilogrammes. Je simplifie
l'énergie, ça va me donner un nombre. Bon, alors ce nombre-là, ça fait un nombre qui est extrêmement élevé, ça fait 7,3, 10 puissance 21, des milliards et des milliards de noyaux dans un gramme de matière de césium qui va subir la désintégration bêta-. Donc voici le nombre de noyaux présents dans un gramme. On va alors maintenant essayer de chercher l'énergie libérée lors de la désintégration d'une matière d'un échantillon égal à 1 gramme. Donc, voici les calculs, qu'est-ce qu'ils vont donner. Alors, donc, l'énergie de combustion, je retourne un peu en arrière, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le nombre de noyaux dans un échantillon de 1 gramme. Alors, pour chercher l'énergie pour la désintégration de 1 gramme, donc j'ai pris l'énergie obtenue pour un noyau que j'ai multiplié par le nombre de noyaux. Ça nous fait une valeur extrêmement grande, ça fait 2,121, 10 puissance 9 joules. À titre donc de comparaison, parce que j'imagine que cette valeur-là, on ne peut pas avoir une idée, est-ce qu'elle est très grande ou bien très petite. Je vais comparer cette énergie-là avec donc, ce qu'on appelle alors ici par le TEP. Donc, qu'est-ce que c'est que le TEP qui vaut 41,9 10 puissance 9 joules? Eh bien, c'est tout simplement l'énergie de combustion d'une tonne de pétrole. Vous prenez une tonne de pétrole, vous réalisez sa combustion, elle va vous donner donc ici 41,9 10 puissance 9 joules, 41,9 milliards de joules. Alors, en faisant le rapport de l'énergie libérée au cours de la désintégration de 1 gramme d'échantillon divisé par la combustion d'une tonne de pétrole, je trouve que le rapport, il donne 0,0506 tonnes. Donc, je récapitule si vous avez compris le principe. Donc, 1 gramme de substance radioactive bêta- de césium libère autant d'énergie qu'à peu près 0,05 tonnes de pétrole. Donc, vous voyez très bien la différence. Une énergie très, très élevée, d'où la course au nucléaire. Donc, le nucléaire, apparemment, et là je parle de réaction bêta-, le nucléaire, apparemment, alors ici, il libère donc une très, très grande énergie par rapport aux réactions de combustion classiques, à savoir la combustion du pétrole et du charbon. Alors, très, très vite, donc, on va refaire la même chose, mais avec une réaction autre. Je vais parler alors maintenant de la fission. Je vais prendre un exemple de fission. Là, c'est l'énergie libérée lors de la fission du noyau d'uranium 92-235 que nous avons vu tout à l'heure. Je réécris l'équation. Voici l'équation qui nous intéresse. Donc, on va chercher l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau d'uranium. Comme d'habitude, donc, il va y avoir une diminution de la masse du système, donc il y a une perte de masse. Alors l'énergie libérée provient de la perte de masse, tout à l'heure donc j'ai donné dans l'énoncé. L'origine des énergies obtenues, eh bien l'origine de l'énergie obtenue au cours d'une réaction de fission ou bien même bêta-, c'est une énergie qui provient suite à une diminution de la masse du système. Alors je vais alors ici faire la différence comme d'habitude, ça fait noyau de départ l'uranium plus noyau de neutrons, ces valeurs-là, on doit vous les donner. Moins la somme des noyaux obtenus à votre droite, les noyaux obtenus en fin de compte, ça fait strontium, xénon et 2 fois la masse du neutron. Donc, bien entendu, on fait les calculs. Voici les valeurs qu'on devrait vous donner dans l'énoncé. Et là, donc je retourne un peu en arrière. Alors, voici donc la différence qui est obtenue en E. Donc, on multiplie comme tout à l'heure par 931,5 MeV par C au carré pour passer au MeV. Puis, vous avez de ce côté-là C au carré, donc c'est ce terme-là. Donc, on va simplifier par C au carré. Voici la valeur de l'énergie obtenue pour la fission de 1 gramme d'uranium. Ça nous fait alors ici 269,66 925 mégaélectronvolts. On ramène cette valeur-là au joule dans le système international. Nous obtenons alors ici 4,31 10 puissance moins 11 joules, ça c'est pour un noyau. Passons très très vite à un échantillon contenant 1 gramme de matière. Comme d'habitude, on va chercher le nombre de noyaux présents dans 1 gramme. Ça fait 10 puissance moins 3 kg divisé par la masse d'un noyau multiplié par 1,66 10 puissance moins 27 pour passer au kilogramme. J'obtiens le rapport suivant. Voici le nombre de noyaux se trouvant dans 1 gramme d'uranium. Donc, alors l'énergie libérée au cours de la fission de 1 gramme de matière fissile, ça fait alors ici
pour 1 gramme, hein, ça fait l'énergie pour un seul noyau multiplié par le nombre de noyaux. Ça nous fait cette valeur-là en joules. Si on fait le rapport comme tout à l'heure pour savoir quel est l'équivalent énergétique avec les tonnes de pétrole, donc nous obtenons ici le rapport suivant. Rappelez-vous tout à l'heure, donc pour une tonne de matière qui subit la radioactivité bêta-, eh bien on a trouvé qu'il s'agissait d'une valeur correspondant à 0,05 tonnes. Regardez bien maintenant la valeur. Pour 1 gramme de matière fissile, eh ben, 1 gramme de matière fissile qui subit la fission donnerait la même quantité d'énergie que 2,632 tonnes de pétrole. Vous prenez 2,6 tonnes de pétrole, c'est assez grand quand même, ça vous donne une certaine énergie. Eh bien, ça correspond à la même quantité d'énergie que juste un tout petit gramme de matière fissile. Et je termine avec le dernier exemple concernant donc l'énergie libérée au cours d'une fusion. Alors, je prends un exemple de réaction dans le tas comme ça. Donc, vous avez cette petite réaction-là qui consiste à faire fusionner le noyau d'hydrogène H12 avec le noyau d'hydrogène H13. Alors, comme d'habitude, donc, au cours de cette transformation-là, il y a une diminution de la masse. Il y a une perte de masse. Alors, l'énergie libérée donc, est égale à défaut de masse multiplié par C au carré. Ce n'est pas la variation d'énergie, c'est l'énergie libérée. C'est le défaut de masse. Ce n'est pas la variation de la masse, c'est plutôt la diminution de la masse, le défaut de masse. C'est comme d'habitude, donc masse du système au début, moins masse du système à la fin pour ne pas avoir des signes moins à traîner ici. Alors, qu'on multiplie par C au carré, donc j'ai remplacé les valeurs des différentes masses en unités de masse atomique. Comme d'habitude, j'ai multiplié par 931,5 MEF par C au carré pour passer au MEF. Alors, C au carré va être simplifié. Voici l'énergie libérée lors de la fusion d'un seul noyau. Bon, c'est très petit quand même, mais si on passe à l'échelle macroscopique, on va passer donc maintenant à la question 2 qui concerne l'énergie libérée lors de la formation de 1 gramme de HE24. Donc là, vous avez 2 noyaux qui sont différents, donc je ne peux pas donc chercher l'équivalent pour ces 2 noyaux-là. Alors, je prends donc 1 gramme de noyau HE24. Je vais commencer donc tout d'abord par chercher le nombre de noyaux. Donc, alors le nombre de noyaux, c'est masse de l'échantillon sur la masse du noyau. Alors, la masse de l'échantillon, c'est 1 gramme. Ça nous fait, dans le système international, 10 puissance moins 3 kg. Divisé par la masse d'un noyau de l'hélium HE24, donc voici la valeur, c'est 4,0015 U. D'accord? Donc, et il faut passer du U vers le kilogramme dans le système international. Alors, vous allez multiplier par 1,66 10 puissance moins 27. Donc là, il y a 10 puissance moins 27 près. Donc ça, c'est le moins 27 près. Ça, c'est le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon de 1 gramme. Donc voici le rapport que je viens de faire maintenant. Alors, on va multiplier le nombre de noyaux présents dans 1 gramme de matière obtenue et on va la multiplier par l'énergie libérée obtenue lors de la fusion qui nous permet d'avoir un seul noyau de hélium de 4. Donc, la valeur de l'énergie, c'est 4,23 10 puissance 11 joules, tout calcul fait. Alors, pour passer maintenant à l'équivalent énergétique en TEP, en tonnes de pétrole, donc il suffit alors ici de prendre l'énergie libérée au cours de cette réaction-là pour 1 gramme, bien entendu, et de faire le rapport avec l'énergie obtenue pour une tonne de pétrole. Donc, l'énergie obtenue pour une tonne de pétrole, lorsqu'elle subit une combustion, c'est 41,9, 10 puissance 9. Ça nous fait un rapport qui est égal à 10,09, bien sûr, 10,09 tonnes. Donc, 1 gramme de matière qui va subir, plutôt donc ici, lorsqu'on fait réagir ces 2 noyaux-là pour avoir 1 gramme d'hélium, ça donne une énergie exactement égale à 10 tonnes et quelques de pétrole qui subissent la combustion. Vous remarquez bien alors ici que les énergies sont de plus en plus croissante. Donc, l'énergie obtenue au cours d'une désintégration bêta- est assez grande quand même. L'énergie obtenue au cours de la fission est beaucoup plus importante. L'énergie obtenue pour la fusion est encore beaucoup plus importante. Donc, vous comprenez bien l'intérêt porté sur le nucléaire, l'intérêt porté en particulier sur la réaction de fusion. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, elle apporte plus d'énergie. Et je conclus là-dessus. Alors, vous avez l'énergie libérée au cours d'une réaction de fusion est plus importante que celle libérée au cours d'une réaction de fission, qui est encore
plus grande que celle obtenue d'une désintégration spontanée. Mais attention, ceci pour une même masse de l'échantillon. Vous ne pouvez pas comparer si vous n'avez pas la même masse. Alors, d'où l'intérêt porté sur la recherche pour les réactions nucléaires. D'accord? Bien. Donc, d'où l'intérêt porté sur la recherche pour les réactions provoquées, en particulier la réaction de fusion. Je rappelle que la fusion est actuellement au stade du phénomène destructif. Donc, elle est utilisée, la fusion, dans les armes nucléaires. Donc, c'est à l'échelle de la destruction, donc malheureusement à l'échelle des bombes. Les recherches se font donc de façon très accélérée pour le moment au niveau des laboratoires. Donc, pour qu'ils puissent donc utiliser cette énergie-là donc à des fins constructives. Et je passe alors maintenant au dernier paragraphe de ce chapitre. Donc le nucléaire, c'est bien quand même, ça donne beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, mais il a quand même donc aussi des inconvénients. Donc voici quelques petits renseignements relatifs aux avantages et aux inconvénients du nucléaire. Donc je commence par les avantages. Alors le nucléaire aide au développement de l'économie, donc il nous permet donc d'avoir une économie beaucoup plus développée, ça c'est sûr. Je parle des avantages. Hein. Une centrale nucléaire produit plus d'énergie qu'une centrale thermique, ça on l'a donc expliqué au départ. Donc une centrale thermique consomme du pétrole, consomme par exemple du gaz naturel, consomme très bien du charbon. Alors, il faut des tonnes et des tonnes et des tonnes par jour pour produire autant d'énergie que quelques tout petits grammes de matière fissile ou bien de matière qui subit la désintégration, bêta-moi ou bien n'importe quel type de désintégration. Autre avantage. Alors, on vient de le dire, le nucléaire permet d'économiser les ressources naturelles de la planète, telles que le pétrole, le gaz et le charbon. Alors, une centrale nucléaire pollue moins en CO2 parce que vous savez très bien que lors des combustions, alors une centrale thermique produit du CO2 et c'est donc polluant. Par contre, quand même, les centrales nucléaires, leur avantage, c'est qu'elles ne produisent pas beaucoup de CO2. C'est pour cela, alors ici, qu'elles sont moins polluantes, attention, en CO2. Alors maintenant, quelques inconvénients. Je termine avec les inconvénients. Alors, une centrale nucléaire est très dangereuse au niveau de la construction et au niveau du suivi de l'édifice. Alors, une centrale nucléaire est très dangereuse. Son installation est très coûteuse au départ, ça c'est sûr, et nécessite de nombreuses précautions. La sécurité n'est pas absolue, donc il n'y a pas le zéro absolu de sécurité. Donc, il y a toujours des risques de quoi? Des risques lors du fonctionnement de la centrale. Rappelez-vous la photo que j'ai donnée tout à l'heure concernant la centrale nucléaire de Tchernobyl, où il y a eu une explosion extrêmement désastreuse. Jusqu'à maintenant, ça fait 30 années en arrière qu'elle s'est produite l'explosion. Jusqu'à maintenant, on subit les dégâts de cette catastrophe. Il y a eu d'autres catastrophes au Japon et ainsi de suite. Hein. Alors, un autre inconvénient, les déchets radioactifs, il y a des déchets malheureusement, ne sont pas recyclables et posent des problèmes environnementaux. Donc, on ne peut pas bien entendu, recycler les déchets radioactifs, donc les éléments qui réagissent donnent des déchets qui sont difficiles à recycler. Et en fin de compte, une centrale nucléaire émet une pollution dite radioactive extrêmement dangereuse pour la santé parce qu'elle produit des particules qui sont malheureusement pénétrantes à travers la matière, et ça, on en a parlé donc dans le chapitre précédent. Alors, sur ce, j'espère que vous avez bien donc suivi le chapitre, vous avez compris l'essentiel. Je vous remercie pour votre attention. Ce sera tout pour aujourd'hui.